Première défaite du Troisième Reich. À la fin de l'année 1941, la machine de guerre allemande avait été stoppée à seulement quelques kilomètres de Moscou, où les divisions de T-34 du maréchal Zhukov restaient supérieures à tout ce que la Wehrmacht aurait pu envoyer. En réalité, le T-34 était fortement aidé par l'infernal hiver russe. En Afrique du Nord, Rommel avait remporté une grande bataille de chars à Sidi Rezeg, mais ses voies de ravitaillement, étirées en longueur, l'avaient forcé à faire demi-tour jusqu'à Arelia, d'où il était parti. Ce qui permit aux Anglais de secourir Tobrouk qui avait été assiégé par l'Afrika Korps. C'était leur position au 1er janvier 1942. Rommel, le renard du désert, était fidèle à lui-même, pressé de repartir au combat. Alors quand les ravitaillements arrivèrent fin janvier, ce fut à nouveau Panzer March. À ce moment-là, c'est au tour des Britanniques d'être loin de leurs arrières. Et les panzers allemands coupent dans les rangs de la 8e armée comme un couteau dans du beurre. Rommel avait été fantassin et connaissait l'importance des feux d'appui. À la tête de ces divisions blindées, il comptait sur le soutien efficace de la Luftwaffe qui en 1942 était supérieur à tout ce dont les Britanniques pouvaient disposer. Et il croyait profondément à l'utilisation tactique de l'aviation, particulièrement les Stukas, qui correspondaient bien mieux à son style que l'artillerie, et qui pouvaient apporter leur feu d'appui en quelques minutes plutôt qu'en heures. Comme à son habitude, dirigeant ses troupes depuis l'avant, Rommel menait l'Afrika Korps à une vitesse infernale, peu soucieux de sa sécurité personnelle, jusqu'entre Gazala et Bir Hakeim, où une nouvelle ligne de front fut établie. Après avoir testé la résistance, Rommel décida de ne pas commettre à nouveau l'erreur de sa précédente offensive, se couper de ses vivres, et pendant les 3 prochains mois, les Allemands comme les Britanniques allaient se préparer aux batailles qui s'annonçaient comme inévitables, les 2 batailles connues sous le nom de bataille d'El Alamein. Parmi les chars qui allaient prendre part au combat, il y avait le Crusader I britannique. Ce char moyen avait été développé à partir du Christie et fut engagé dans le Sahara occidental entre 1941 et 1942. Avec ses 40 km/h de vitesse de pointe, il était plus rapide de 7 km/h que son rival allemand, le Panzer IV-A, et son blindage de 40 mm était 2 fois plus épais. En revanche, il était très désavantagé au terme de puissance de feu. Son canon de 40 mm n'arrivait pas à la cheville du 75 mm allemand, et sa vitesse et sa protection ne permettaient pas de compenser cette faiblesse. Tout comme le Panzer IV-A, il disposait également de 2 mitrailleuses et il était manœuvré par un équipage de 5 hommes. Le bloc moteur développait 131 chevaux, mais tombait souvent en panne. Le plus gros défaut du Crusader était son manque de fiabilité. Si certains pensent qu'un bel engin est forcément efficace, alors dans ce cas, le Crusader aurait dû être le meilleur char de tous les temps. Il respirait la puissance et la force lorsqu'il était lancé à pleine vitesse, soulevant un nuage de poussière derrière lui. Malheureusement, cela concernait plus l'apparence que la substance. Le Crusader avait été produit trop vite et avait été engagé au combat avant qu'on ait pallié tous ses défauts. Il y eut plus de pertes du fait de pannes mécaniques que du feu de l'ennemi, et son impact sur le champ de bataille est plus dû aux efforts des équipages qu'aux qualités intrinsèques de ce char. Le char le plus lourd de l'armée britannique, le Matilda II, pesant 26 tonnes, et connu sous le nom de Reine du désert, se montra extrêmement efficace en 1940 et en 1941. Ses 80 mm de blindage résistaient à la plupart des canons anti-chars de l'époque, mais lorsque l'ennemi introduisit des canons plus puissants en 1942, ce char relativement lent, 21 km/h, devint un point mort. Pour ne rien arranger, son canon de 40 mm n'était d'aucune efficacité contre les nouveaux blindages adverses, et pour couronner le tout, sa construction en acier moulé ne permettait pas le surblindage ni l'utilisation d'une tourelle plus grande apte à accueillir un canon plus gros.
Le Maltida II ne réussit pas le test de longévité, bien qu'il restait en 1942 un élément important de l'arsenal de la 8e armée. Le premier char américain engagé en Europe et en Afrique était le M3A5 de 29 tonnes, surnommé Grant par les Britanniques. Loué en grand nombre par ceux-ci, ce char fiable, doté d'un moteur développant 400 chevaux, a permis de rétablir l'équilibre face au Panzer IVA, notamment grâce à son blindage de 57 mm et son canon de 75 mm. Le Grant disposait par ailleurs d'un canon de 37 mm en tourelle et de pas moins de 4 mitrailleuses. Cela n'avait pas que des avantages. Du fait de la disposition de son canon principal, le M3A5 devait laisser dépasser une part importante de sa silhouette pour pouvoir ouvrir le feu. Les Américains auraient sans doute préféré une conception différente, mais leur industrie ne leur permettait pas de construire une tourelle apte à accueillir le canon de 75 mm. Le char allemand en service début 1942 était le Panzer IVA, rien de moins qu'une énigme. Son canon de 75 mm était assez puissant, mais sa vitesse de pointe de 32 km/h et son blindage de 20 mm étaient tout à fait moyens. Sur le papier, le Panzer IVA n'avait pas un avantage significatif sur la plupart des engins adverses. Mais il releva tous les défis avec succès jusqu'en 1942, grâce à des équipages parfaitement entraînés qui ont tiré le meilleur parti de sa vitesse, sa protection et sa puissance de feu. Bien que les Allemands aient eu d'autres engins à leur disposition en Afrique du Nord comme le Panzer III, leurs canons automoteurs et toute une gamme de blindés, le Panzer IV était le principal char de combat jusqu'à l'arrivée du Tigre fin 1942 lors de la bataille de Tunisie. Dans chaque camp, on consacrera beaucoup de temps à discuter et planifier des stratégies, bien que les Britanniques en aient eu plus besoin que les Allemands, ces derniers ayant fait la preuve avec leur Blitzkrieg, et en particulier Rommel et son talent de stratège, de leur capacité à exécuter ce type de mission. Comme on pouvait s'y attendre, Rommel fit mouvement en premier. En juin, ses Panzers sont déjà en train de fondre à nouveau sur la 8e armée britannique, appuyée par les imparables Stukas. Le premier objectif du renard du désert est Tobrouk. Il était toujours perturbé de ne pas avoir réussi à déloger les Alliés de la forteresse en 1941. Cette fois, Rommel était déterminé. Et après une brève mais intense bataille, Tobrouk finit par tomber le 21 juin 1942, donnant à Rommel un atout stratégique important. La nouvelle de la chute de Tobrouk fut bien accueillie à Berlin. En réalité, Hitler était si satisfait qu'il promut Rommel au grade de maréchal. Une promotion rapide si l'on considère que Rommel n'avait été nommé général de corps d'armée qu'1 an plus tôt et n'avait pas encore 50 ans. Les Panzers ne s'arrêtèrent pas à Tobrouk et continuèrent sur leur lancée, malgré une résistance farouche et d'importantes pertes, surtout matérielles. L'Afrika Korps repoussait l'armée britannique encore et encore. La 8e armée britannique se retrouva derrière la frontière égyptienne et Benito Mussolini pensait que les Panzers de l'Axe allaient submerger le pays et se préparait à entrer au Caire en conquérant. C'était prématuré, bien que les forces de Rommel semblaient inarrêtables, s'enfonçant tant et plus dans la profondeur des lignes britanniques. Les divisions anglaises furent forcées de rebrousser chemin jusqu'à leur position défensive de départ à El Alamein, juste au nord de Qattara et à peine à 100 km à l'ouest d'Alexandrie. Qattara est en fait le point le plus bas du continent africain, avec une altitude de 113 mètres au-dessous du niveau de la mer. Infranchissable pour les chars, il forme une ligne de défense naturelle pour les Britanniques. La défense d'El Alamein en fut facilitée car la ligne de front était plus courte. L'avance des Allemands permit à ces derniers de faire plus de 6000 prisonniers et la 8e armée perdit également de nombreux matériels, de même que les Allemands. Mais ce nouveau front nord-africain établi en juillet 1942 permit aux Britanniques d'arrêter l'avance des Panzers. Cette avancée rapide mit à nouveau Rommel à court de tout, vivres et munitions. Les 400 Panzers qui avaient commencé l'offensive n'étaient maintenant plus que 50. Cela ne sembla pas l'émouvoir plus que de raison et il lança une nouvelle attaque le 31 août. Mais l'opposition avait changé. Le général Bernard Law Montgomery prit le commandement de la 8e armée et avait l'extraordinaire général Harold Alexander dans son état-major.
Il était également important que la force tranquille de Montgomery remonte le moral des troupes après la déroute infligée par les Panzers de Rommel. Un bon moral était nécessaire. Le premier ordre de Montgomery était de tenir El Alamein à n'importe quel prix. Des champs de mines furent posés pour interdire l'accès aux chars allemands. Une seule suffisait à détruire les chenilles d'un Panzer IV. C'est ainsi que la première confrontation entre le Renard du désert et Monty allait avoir lieu à Alam el-Alfa, la première bataille d'El Alamein. Les Britanniques n'étaient pas à leur puissance maximum, mais ils étaient toujours capables d'aligner un nombre raisonnable de blindés contre les canons anti-chars et les 50 Panzers de Rommel. Après un bref mais dur combat, Rommel accepte la défaite le 7 septembre et se replie quelques kilomètres en arrière pour se renforcer. C'est la première défaite du Renard du désert et cela débouche sur un changement dans le cours de la guerre sur le théâtre nord-africain. Montgomery est d'un caractère tout à fait différent de Rommel et il ne poursuit pas son ennemi après la victoire, préférant se renforcer avant d'essayer de repousser l'Afrika Korps hors d'Égypte. Il faut noter que les positions de l'adversaire n'avaient guère changé depuis que les Britanniques avaient établi leur ligne de défense à El Alamein. Rommel ne souffrait pas seulement de sa défaite, il tomba également malade et pour la première fois dut retourner en Allemagne pour suivre un traitement. Fin octobre, la 8e armée de Montgomery était prête pour la contre-offensive. À 21h40 le soir du 23 octobre 1942, ce fut plus de 1000 pièces d'artillerie qui ouvrirent un feu de barrage massif, précédant l'attaque initiale des chars et de l'infanterie. Certains soldats allemands soumis à ce déluge de feu le décrivirent comme un enfer, le pire qu'ils aient eu à affronter en plus de 2 ans de guerre. L'Afrika Korps, privé de son illustre chef, fut prise de court et pour une fois ne déploya pas ses panzers au mieux. Pour ne rien arranger, le remplaçant de Rommel, le général Georges Thoume, décéda d'une attaque cardiaque le 24 octobre. Rommel, en convalescence en Autriche, entendit parler de la situation en Afrique du Nord et fonça à l'aéroport le plus proche où il embarqua à bord de son Heinkel H3 personnel spécialement préparé. Il arriva sur le front le 25 octobre, lançant immédiatement le signal « J'ai repris le commandement de cette armée ». Rommel s'aperçut rapidement que la seule action sensée était un repli tactique, mais l'ordre d'Hitler, la victoire ou la mort, lui liait les mains. Le peuple allemand et moi-même suivons votre lutte héroïque en Égypte avec une confiance totale dans votre commandement et la bravoure des troupes allemandes et italiennes qui servent sous vos ordres. Dans la présente situation, vous ne pouvez penser à autre chose que tenir et refuser de lâcher un pouce de terrain. Le Renard du désert n'eut d'autre choix que d'engager une bataille sanglante contre la 7e division blindée, les célèbres rats du désert. Les Allemands lancèrent tout ce qu'ils avaient dans la bataille, Panzer, Artillerie, tout casse, mais ils encaissèrent de lourdes pertes, ne pouvant contredire un ordre du Führer. Malgré tout, le 4 novembre, Rommel reçut la visite du maréchal Kesselring, commandant-chef de la zone sud, et proposa d'expliquer à Hitler que les forces allemandes étaient submergées, en lui faisant comprendre que le seul espoir de sauver l'Afrika Korps était d'opérer un repli tactique. Rommel avait déjà décidé de désobéir à Hitler et de se replier. Les vies de mes hommes passent en premier, dit-il à Siegfried Westphal, son chef d'état-major. Hitler accepta le repli, mais pas avant que l'Afrika Korps n'ait subi de lourdes pertes. Il restait à ce jour 21 panzers en état de combattre. La 8e armée put alors utiliser ses blindés, appuyés par l'infanterie, pour une plus grande efficacité, tandis que les forces de Rommel continuaient d'infliger des pertes sévères. Le repli de l'Afrika Korps ne fut pas une partie de plaisir. Les blindés allemands ne pouvaient plus compter sur la supériorité aérienne des Stukas. La longue campagne avait prélevé son tribut, et à présent c'étaient les chasseurs et les bombardiers britanniques qui dominaient le ciel d'Égypte et de Libye. Mais la supériorité aérienne alliée ne suffit pas à désorganiser l'Afrika Korps, même à découvert avec peu ou pas de protection. Elle poursuivit sa route avec une discipline de fer. L'exécution de ce repli tactique par Rommel peut être considérée comme brillante et il utilisa tous les moyens à sa disposition pour ralentir et affaiblir les Britanniques. La poursuite devenait un cauchemar pour Montgomery, son artillerie n'était pas assez mobile, ses blindés décimés par les champs de mines et ses crusaders souffraient de trop de pannes. Mais la bravoure des Allemands n'étant pas illimitée,
Rommel ne faisait que gagner du temps, surtout depuis que la marine britannique permettait aux renforts alliés d'arriver à bon port. Il y avait un risque réel que l'Africa Corps soit anéanti, mais Montgomery avait du respect pour Rommel et il prit soin d'éviter la destruction totale. La 8e armée réussit à repousser les Allemands sur plus de 2500 km à travers le désert d'Égypte et de Libye vers la Tunisie, la même distance à vol d'oiseau qu'entre New York et Dallas ou Londres et Athènes. Plus de 2500 soldats d'Africa Corps étaient morts au combat et 2800 avaient été faits prisonniers lors de la contre-offensive de Montgomery. Rommel contrôlait à présent une petite portion de la Tunisie et les Britanniques venaient d'obtenir leur première victoire terrestre de la Deuxième Guerre mondiale. C'était la seconde bataille d'El Alamein. Il était clair que c'était le début de la fin pour les Allemands en Afrique du Nord. Les forces françaises libres, les Britanniques et les Américains, sous le commandement du général Dwight Eisenhower, débarquèrent au Maroc et en Algérie le 8 novembre avec la ferme intention de débarrasser l'Afrique du Nord de toutes les forces de l'Axe. Hitler fit la promesse de redonner à l'Africa Corps sa puissance originelle, mais il consacrait plus d'attention au front de l'Est, où la situation ne s'arrangeait pas depuis que les Allemands avaient été repoussés des portes de Moscou. Malgré tout, la Wehrmacht avait repris l'initiative à l'été 1942. Les batailles perdues de Kharkov et de Crimée avaient coûté aux Soviétiques plus de 500 000 prisonniers, sans parler de tous les morts et des blessés et des pertes de matériel précieux. Les unités de chars étaient si démunies que le chef d'état-major de la 4e armée aurait déclaré « Nous venons juste d'être appelés et n'avons que 4 chars à notre disposition ». Les pertes allemandes sont moindres, mais le conflit leur a coûté cher à eux aussi, et Hitler n'arrange rien. Il était si certain de la victoire en 1941 qu'il avait basculé toute la productivité sur la marine et l'armée de l'air pour vaincre l'Angleterre. En janvier, la production à destination de la Wehrmacht fut arrêtée, y compris les précieux Panzer. Mais il y eut quelques points positifs avant la fin de l'été. Hitler a compris qu'il ne peut pas attaquer sur 3 fronts en même temps. Il précise ses plans pour 1942 dans la directive numéro 41. Toutes les forces disponibles seront concentrées sur une seule opération dans le secteur sud, avec pour objectif de détruire l'ennemi avant le Don, de façon à sécuriser les champs pétrolifères du Caucase. Le 28 juin 1942, l'opération Vollblau, menant les troupes allemandes à travers le Caucase jusqu'à Stalingrad, est lancée, et à nouveau le Blitzkrieg est en tête du programme. L'industrie d'armement soviétique avait fourni un nombre suffisant de chars T-34. Mais à nouveau, les généraux russes allaient commettre de sérieuses erreurs dans le déploiement. Les chars étaient utilisés en petites unités plutôt qu'en grosses divisions blindées, une doctrine dépassée à cette époque. « 48 heures après le début de l'offensive, les Allemands avaient encerclé une grande partie des forces soviétiques et fait un grand nombre de prisonniers. Les Panzers avaient le champ libre à présent et pouvaient foncer librement à travers la steppe russe. En moins de 4 semaines, ils avaient pris le bassin du Don et avancé jusqu'au fleuve. Staline et ses généraux prirent à nouveau peur pour Moscou, ce qui déboucha sur un redéploiement des troupes stationnées au sud, libérant la route de Stalingrad. Malheureusement pour les armées allemandes, elles souffrirent à nouveau des remous politiques. Malgré l'avancée du gros de la force vers Stalingrad, Hitler ordonna que la 4e armée soit détachée pour prêter main forte à la 1re armée de von Kleist pour franchir le Don. Mais von Kleist n'avait besoin d'aucune aide. Il écrira plus tard « La 4e armée aurait pu prendre Stalingrad sans combattre. Je n'avais besoin d'aucune aide et cela a simplement encombré les routes que j'empruntais. » L'intervention d'Hitler évita le désastre pour les Soviétiques. Ils eurent le temps de redéployer leurs matériels essentiels et de se préparer à la défense de Stalingrad. Les forces allemandes furent à nouveau confrontées à des problèmes d'approvisionnement, avec 2 divisions de Panzer gourmandes en essence et munitions, séparées l'une de l'autre et obligées de se reposer sur un réseau ferroviaire endommagé et des routes dangereuses. Malgré tout, l'avancée allemande sur Stalingrad continuait, et plus il se rapprochait, plus la résistance se durcissait. La marche des Panzers finit par stopper brusquement, sans doute à cause du célèbre ordre de Staline du 28 juillet, « Ne reculez pas d'un pas ». Il appela ses troupes à engager un combat patriotique et menaça de sanctions très dures les défaitistes et les traîtres.
À la fin du mois d'août, Staline nomma ses 2 meilleurs chefs militaires, le général Vassilievski et le maréchal Zhukov, à la tête de la défense de Stalingrad. Stalingrad devait tenir pour empêcher les Allemands d'atteindre le nord de la Volga et de pouvoir ainsi contourner Moscou pour attaquer la capitale par l'est ou faire mouvement dans le Caucase par un autre angle. La stratégie était simple, bloquer les Allemands dans un combat sanglant et sans merci, tout en rassemblant hommes et matériel pour préparer une contre-attaque. Le décor est planté pour la bataille de Stalingrad. Malgré le risque pour Moscou et le Caucase, Stalingrad et ses 500 000 habitants s'est vu attribuer une importance que sa position stratégique ne justifiait peut-être pas. Mais importante ou pas, la bataille de Stalingrad fut un tournant majeur dans le cours de la guerre et la décision de Staline de tenir coûte que coûte mit un terme à toute conquête ultérieure par les Allemands. À présent, le grand allié des Soviétiques, l'hiver, arriva et l'infanterie allemande eut à composer à la fois avec les blindés de l'armée rouge et le froid dévastateur de l'hiver russe. Les combats intenses eurent pour conséquence de très lourdes pertes dans chaque camp. Mais alors que les Soviétiques pouvaient remplacer leurs effectifs, les lignes de logistique allemandes étaient si étirées que seules quelques troupes et ravitaillements pouvaient atteindre le front. La cavalerie allemande était loin des divisions victorieuses qui déferlaient sur les plaines de Russie à peine quelques mois plus tôt. Ces effectifs avaient été sérieusement écornés par les blindés soviétiques, les canons anti-chars et le froid. Après ce grand combat patriotique, comme l'avait qualifié Joseph Staline, le maréchal Zhukov attendait un nombre suffisant de T-34 pour lancer une contre-offensive contre le point faible du front allemand, ici au nord-ouest de la ville. Les chars finirent par arriver et le matin du 19 novembre 1942, Zhukov donna l'ordre d'attaquer, lançant l'opération Uranus dans un brouillard enneigé. Les T-34 soviétiques rencontrèrent une faible résistance, car la 3e armée roumaine qui tenait cette partie du front n'avait rien de sérieux à leur opposer. Ce fut l'effondrement, avec de nombreuses pertes et encore plus de prisonniers. La contre-offensive rassemblait à présent plus de 500 T-34 appuyés par l'infanterie, tandis que l'aviation attaquait les forces de l'Axe à la fois au nord et au sud de la ville. Les blindés soviétiques attaquant le nord-ouest du front étaient commandés par l'un des meilleurs chefs de blindés de l'armée rouge, le général Nikolai Veroutin, et ces T-34 détruisirent ce qui restait de la cavalerie allemande. Hitler était furieux et condamna le commandant allemand, le général Heim, à la peine de mort. Il changea d'avis par la suite et le dégrada au rang de simple soldat. Tandis qu'ils attaquaient au nord-ouest, une autre force soviétique arrivait du sud-est. Les 2 unités encerclèrent la 6e armée de von Paulus et la 4e armée du général Hoth et les bloquèrent contre Stalingrad. La situation des Allemands devenait désespérée, car ils étaient maintenant coupés de leur renfort, mais aussi de leur ravitaillement. Le général von Paulus et ses collègues voulurent faire une percée, seule alternative à une destruction totale. Mais cette option ne s'offrit pas à eux, et ils durent se préparer à un long siège où ils allaient devoir affronter les blindés soviétiques avec à peine quelques panzers en état de marche. Les Panzerfaust, les canons anti-chars et l'infanterie ne suffiront pas à repousser des divisions entières de T-34 commandées efficacement, surtout avec peu de munitions et de ravitaillement. La raison de cette situation fut que Göring avait assuré que sa Luftwaffe pourrait maintenir un ravitaillement suffisant pour la 6e armée, en vertu de quoi Hitler avait ordonné à von Paulus de tenir. Mais la Luftwaffe ne put soutenir le rythme imposé par Göring, et le pont aérien n'arriva pas à livrer les 300 tonnes de ravitaillement que les 200 000 hommes de la Wehrmacht consommaient chaque jour, et ce malgré la bravoure et la détermination dont ont fait preuve les équipages.
Cela n'arrangea pas la situation des forces de l'Axe, car celles-ci ne pouvaient plus compter sur un appui aérien. À présent, les chasseurs et bombardiers russes dominaient les cieux et ravageaient les rangs ennemis. Les Allemands sous pression mirent tous leurs moyens pour contenir la déferlante soviétique. Les chaînes de montage de T-34 fonctionnaient en continu et ceux-ci harcelaient sans relâche les défenses allemandes. Finalement, Hitler décida de renforcer Stalingrad par la voie terrestre. Il envoya le groupement en place sur le Don commandé par le général von Manstein pour aider von Paulus. Une mission impossible pour von Manstein et ses hommes, qui n'approcheront jamais à moins de 30 km de leurs camarades piégés et devront abandonner leur tentative de sauvetage. Une fois encore, les Panzers seront dépassés en manœuvrabilité et puissance de feu par les T-34 et les BT-5 soviétiques. À nouveau, les Allemands souffriront d'horribles pertes, aussi bien dues au froid qu'à l'ennemi. Ils doivent maintenant se battre rue par rue, maison par maison dans la ville assiégée. Malgré tout, c'est un combat de David contre Goliath, de l'infanterie mal équipée contre les meilleurs chars disponibles sur tous les fronts. Pire encore, les blindés soviétiques sont appuyés par une artillerie efficacement positionnée sur tous les points stratégiques autour de Stalingrad, et eux ne sont pas à court de munitions. L'issue de la bataille de Stalingrad était inéluctable et a basculé dès le départ avec la contre-offensive soviétique. Finalement, le 2 février 1943, von Paulus, qui venait juste d'être promu maréchal, se rend au commandement soviétique. La défaite est totale ainsi que l'humiliation, payée au prix fort, avec 120 000 blessés et 91 000 prisonniers, dont 24 généraux. Trois divisions de Panzer sont également hors de combat. La 14e, la 16e et la 24e, un coup très dur pour l'effort de guerre allemand. C'est un maréchal von Paulus dégoûté qui se rend aux officiers soviétiques. Un reste de la fierté de l'officier prussien qui doit maintenant partager le sort de ses troupes en captivité. Von Paulus est également conscient du fait que les nombreuses victimes civiles ont enragé les soviétiques et qu'il ne peut attendre aucune indulgence pour lui et ses hommes. La bataille de Stalingrad marque un tournant décisif dans le cours de la guerre. C'est le début de la reconquête de leur pays par les soviétiques. Ce fut l'une des batailles les plus dures et les plus coûteuses en vies humaines que l'on ait jamais vues. Le débarquement allié en Afrique du Nord, nom de code Acrobat, démarre le 8 novembre 1942. Il est constitué de 3 task force totalisant 107 000 hommes. Le général George Patton, commandant la task force Ouest, est sur les rangs pour aller au contact et se mesurer à Erwin Rommel. Patton, qui ne perd pas son temps, mais l'attend à profit pour galvaniser ses hommes. Soldats et marins, nous ne savons pas si les forces françaises vont s'opposer à notre offensive, mais toute résistance doit être détruite. Toutefois, si un combattant français se rend, traitez-le avec le respect dû au code d'honneur. Souvenez-vous, les Français ne sont ni des nazis, ni des Japonais. La Task Force Est, commandée par le général Ryder, est prévenue par signaux lumineux que les Français seront coopératifs et à 7 h du matin, toute résistance a cessé dans Alger. À Oran, les forces sous les ordres du général Friedenhall
débarquent sur les plages et par voie aérienne pour sécuriser les importants aérodromes, à nouveau presque sans résistance. Un début facile pour commencer une campagne dont résulta la confrontation entre trois des plus extraordinaires tacticiens de la Seconde Guerre mondiale, Rommel, Montgomery et Patton. Dans les semaines suivant ces débarquements, autant les Alliés que les forces de l'Axe feront le plein de ravitaillement et de renforts, se tenant prêts pour la bataille de Tunisie, qui donnera à son vainqueur le contrôle de toute l'Afrique du Nord. Après avoir mis au point leur stratégie et quelques accrochages entre Alliés et Allemands, les plans sont tracés. Ici, au nord-ouest de la Tunisie, se trouve la première armée britannique. Directement à l'ouest se trouvent les Français et au sud-ouest les Américains. Au sud, une petite unité française vient d'achever une marche harassante et historique de 2500 km pour venir prendre sa position sur le flanc gauche de la 8e armée britannique, qui fait face à la ligne Mareth, derrière laquelle Rommel s'est retranché après son long repli d'Al Alamein. La zone située en face des Alliés grouille d'Allemands, acheminés d'Italie à raison de plus de 1000 par jour, sans parler des réserves. Plus de 15 divisions complètes à la disposition du renard du désert, des troupes aguerries avec les équipements les plus modernes, notamment le nouveau char allemand Tigre. Le Tigre fut le plus connu et le plus redouté des chars allemands de la Deuxième Guerre mondiale. En développement depuis le début de la guerre, sa mise au point avait été longue, bien que les coups de boutoir administrés par les T-34 en 1941 aient débouché sur l'impératif d'un nouveau char plus puissant, accélérant la production du Tigre qui eut son baptême du feu en 1942 sur le front russe. Son blindage de 100 mm, son canon de 88 mm propulsait les Allemands loin devant les Soviétiques et bien plus encore devant les Britanniques, qui furent confrontés les premiers au Tigre en Tunisie et écrasés par ce géant de 56 tonnes. Mais le développement et la production en hâte eurent des conséquences. Le Tigre souffrait de pannes fréquentes et sa grande taille le rendait difficile à manœuvrer, l'affublant au passage du surnom assez peu flatteur de camion de meubles. Le Tigre pouvait détruire pratiquement n'importe quel char allié et ses 43 km/h de vitesse de pointe étaient raisonnables. Mais des difficultés techniques et un mauvais entretien le laissaient souvent isolé, la plupart du temps lors des replis tactiques. En dehors de ses défauts les plus évidents, le Tigre est un char unique, incorporant des nouveautés intéressantes comme la suspension à barre de torsion et les roues entrelacées. Il pouvait franchir un gué de 4,30 m avec un schnorkel monté sur le moteur, un V12 Maybach développant presque 600 chevaux. Le bruit de ce moteur démarrant en distance était quelque chose dont les Alliés se souviendront avec respect. Oui, c'était un char mal construit, mais un adversaire effrayant lorsqu'il avait démarré et était en action. En parallèle du nouveau char de l'Afrika Korps, la Luftwaffe opérant en Afrique du Nord avait reçu de nouveaux bombardiers et chasseurs. Le décor était planté pour une bataille gigantesque. Comme à Stalingrad, l'ordre venu de Berlin était « Tenez la Tunisie à tout prix ». Rommel ne voulait pas avoir à combattre sur deux fronts à la fois. Il décida d'attaquer les Américains, considérés par les Allemands comme la cible la plus facile. Ainsi, Rommel s'enlevait une épine du pied avant d'affronter les Desert Rats de la 8e armée britannique. Les blindés allemands frappèrent ici le 14 février 1943 et une autre attaque fut lancée au nord 2 jours plus tard. Les GIs inexpérimentés furent rapidement repoussés et le commandant en chef des Américains en Afrique du Nord, le général Eisenhower, envoya le général Patton faire le travail qu'aucun autre général américain ne pouvait faire, reprendre en main les troupes qui avaient paniqué alors qu'elles subissaient le Blitzkrieg pour la première fois. Patton remplit sa mission en imposant une discipline de fer aux GIs trop décontractée
et restaura la ligne de front à son état initial avant l'offensive allemande en seulement quelques jours. Alors que la bataille de Tunisie s'approche, les deux adversaires continuent de préparer le combat à l'endroit où Scipion et Hannibal ont jadis combattu et où par le passé de grandes armées ont été détruites. Après son bref combat contre les Américains, Rommel lance une attaque sur la ligne Mareth, où les Tigres font leur apparition et où les Britanniques introduisent un nouveau canon anti-char de 17 livres. Ce canon anti-char tombe à pic et pas moins de 52 chars Tigres sont détruits, une grosse perte pour Rommel qui voit l'initiative passer aux Alliés. C'est au tour de Montgomery de sa 8e armée de frapper à partir du sud et d'utiliser les bombardiers pour 24 heures d'opération intense, pilonnant les défenses allemandes. Montgomery avait planifié cette bataille 3 mois plus tôt. Son intention était de frapper au clair de lune contre la ligne Mareth, tout en contournant par la gauche avec des blindés légers, le but étant de créer une brèche sans laisser le temps à Rommel de réunir des renforts. Les 3 jours de pluie précédant l'offensive ont transformé le terrain en un champ de boue. Il devint raisonnable de commencer par un tir de barrage d'artillerie pendant la nuit, suivi d'un assaut d'infanterie juste avant de lancer les blindés qui pourraient être handicapés par le terrain difficile. Pour permettre aux chars lourds de progresser dans la boue, les fantassins ont placé des fagots de bois à leur passage. Cette technique a été utilisée pour la première fois quand les chars ont fait leur apparition pendant la Première Guerre mondiale, principalement pour permettre aux chars de franchir les tranchées. Après une nuit de combat intense avec de lourdes pertes dans chaque camp, la 8e armée n'a réussi qu'à établir une petite tête de pont avec 4 chars. Rommel retira quelques-uns de ses panzers d'autres secteurs pour repousser les Britanniques. La perte des 52 Tigres devenait un sérieux problème. Le contournement par les Alliés est lancé à pleine vitesse, car il est primordial de couper les Allemands de leur ravitaillement. L'attaque est dirigée par le général Freiburger et ses Néo-Zélandais, renforcés par la 1re division blindée, appuyée par des bombardiers et autres avions d'appui anti-char. Les forces allemandes sont maintenant prises au piège, car elles ont fait mouvement beaucoup trop tard. Avec un effort déterminé, les Néo-Zélandais brisent la ligne de défense allemande et entrent sur leur position d'origine. Les troupes de Rommel sont ainsi sans cesse repoussées vers le nord et la mer, tandis que la Navy pilonne le littoral pour tenir les renforts allemands à distance. Les Allemands sont piégés dans une zone de plus en plus petite, et l'objectif des Alliés est de prendre un certain nombre d'objectifs clés qui seront le début de la fin pour l'Afrika Korps et ses alliés de l'Axe en Afrique du Nord. Ces objectifs seront la colline 609, Longstop Hill, la plaine de Goubrela, le Djebel Mansour et Takruna. Les Alliés attaquent avec les chars, l'artillerie, l'infanterie et l'appui aérien, utilisant toutes leurs ressources disponibles. Tous les objectifs sont finalement atteints, principalement grâce à la 6e division blindée britannique, qui, en fonçant sur Tunis, détruisit la plupart des panzers encore en état de combattre. La principale bataille de chars dura 3 jours et en résulta la destruction de la majorité des panzers allemands, assurant le succès aux Français et aux Américains dans leurs secteurs respectifs.
La colline 609 est le dernier point stratégique à tomber. Les Alliés sont maintenant aux portes de Tunis et de Bizerte. Montgomery transféra secrètement le 4e indien et les 1er et 2e divisions blindées de la 8e armée du sud à la 1re armée au nord, où ils étaient requis pour l'attaque principale. La roue tourne. L'offensive alliée est un blitzkrieg à une échelle que les inventeurs de cette doctrine particulière n'auraient jamais rêvé, infligeant de lourdes pertes aux Allemands. Rommel est rappelé à Berlin par Hitler. C'est le général Jürgen von Hamin, commandant la 5e armée, qui hérite de la défense de Tunis. Ils se battent avec bravoure et détermination, mais les Alliés réussissent à percer leurs lignes et les réduisent à 3 poches, offrant peu de résistance. Ils se rendent le 13 mai 1943. 275 000 soldats allemands et italiens se rendirent, marquant la fin de l'Afrika Korps et de toute présence allemande en Afrique du Nord jusqu'à la fin de la guerre. La Tunisie était maintenant la plateforme à partir de laquelle les Alliés pourraient frapper l'Italie. La leçon à retenir de cette campagne: vous améliorez vos armes et à chaque fois l'adversaire développera de nouvelles contre-mesures, comme on a pu le voir avec la confrontation entre le char Tigre et le canon anti-char de 17 livres. La guerre hivernale sur le front de l'Est a mis Hitler devant l'évidence que l'Allemagne ne pourrait lancer une autre campagne d'été. Et il pense sérieusement à une ligne de fortification similaire au mur de l'Atlantique que les Allemands avaient construit le long de la côte française. Mais le maréchal Günther von Kluge le persuada que la bataille de Kursk, qui n'était qu'un effet secondaire de l'offensive soviétique de début 1943, combinée à la contre-offensive de Manstein à travers la ville d'Orel, ne valait pas la peine de risquer un encerclement. La longue retraite des Allemands avait suffisamment réduit le front pour libérer presque 2 armées. Mais elle dura attendre encore 3 mois pour que les chars sortent des chaînes de montage et viennent les équiper. Les problèmes de jeunesse du Tigre ont été résolus. On ne l'appelle plus péjorativement le camion. On lui doit un respect sans limite, principalement dû à son canon de 88 mm, très efficace pour décapiter la tourelle d'un T-34. L'expression dit « le T-34 se découvre à chaque fois qu'il croise un tigre ». Le Panther, le nouveau char moyen du Troisième Reich, si toutefois on peut qualifier de char moyen un engin de 43 tonnes, est de bien des manières supérieur au Tigre, bien qu'il souffre également de certains problèmes de jeunesse. Sa transmission peu fiable, ses optiques bridant son excellent canon de 75 mm et l'espace entre les chenilles et la structure qui le rend vulnérable aux armes légères et aux explosifs. Sur les 300 construits, tous ceux qui ont survécu à la bataille de Kursk sont retournés en usine pour être modifiés. Malgré tout, lorsqu'il fut pleinement opérationnel, le Panther fut le premier char supérieur au T-34, même dans sa version 85. Ce n'était pas tant le blindage de 75 du T-34-85 contre les 120 mm pour le Panther, mais aussi une combinaison de puissance de feu et de manœuvrabilité. L'équipage de 5 hommes du Panther avait également une mitrailleuse à sa disposition, et le moteur de 630 chevaux lui donnait une vitesse de pointe de 45 km/h. La plus grande tragédie du Panther, d'un point de vue allemand, est qu'il n'a pu être produit en quantité suffisante par l'industrie allemande et seulement 5508 exemplaires ont quitté les chaînes d'assemblage, tandis que les T-34 se comptaient à plusieurs fois ce nombre. Début 1943, von Kluge avait rassemblé une incroyable concentration d'hommes et d'armes. 900 000 hommes, 2700 chars et canons automoteurs, 10 000 pièces d'artillerie et plus de 2000 avions, chasseurs ou bombardiers. Le plan allemand prévu par le général von Manstein était simple et basique. La 9e armée du général, du groupement Centre, attaquerait par le nord, depuis la zone occupée d'Orel. Et la 4e armée de Hoth, appuyée par le groupe opérationnel Kempf, viendrait du sud, juste au nord de Kharkov. L'offensive allemande nommée Citadelle commença le 5 juillet. Mais un excellent renseignement informa les soviétiques. Et ils réussirent à mettre en place l'une des défenses les plus formidables jamais imaginées. Les 2 fronts russes du centre et de Vorozhny, ici et ici,
contenait plus de 1 300 000 hommes, 3 600 chars et canons automoteurs dans la nouvelle version du T-34, le T-34-85, plus de 20 000 pièces d'artillerie et de mortiers et plus de 3 000 avions. Le décor est en place pour la plus grande bataille terrestre de tous les temps. L'échelle est incroyable. Si les troupes et les matériels des deux camps étaient alignés sur une ligne, celle-ci courrait de Los Angeles à Houston ou de Paris à la mer Noire. Le général Model essaie de forcer les lignes soviétiques selon la tactique du Blitzkrieg. Le général Konstantin Rokossovski lance une contre-attaque qui n'arrête pas les Allemands. Alors le chef soviétique ordonne à ses chars de s'embosser et de combattre à partir des positions fortifiées. C'est l'une des premières fois qu'une telle tactique est employée, mais elle sera extrêmement efficace. Cette tactique a stoppé l'avance de Model, car bien que les T-34 fussent inférieurs aux chars Tigre et Panther, les soviétiques ont d'excellents canons anti-chars qui anéantiront plus de 400 chars lors de cette tentative de dégagement. Le 11 juillet, le général Markian Popov lance l'opération Kutuzov, une contre-attaque par 5 armées soviétiques complètes. Les Tigres et Panthers allemands vont affronter leur plus formidable adversaire et de loin. Après d'intenses combats qui verront une confrontation des chars, les forces russes réussiront finalement à percer les lignes allemandes juste au nord du saillant d'Orel. Une très sérieuse menace pèse maintenant sur les arrières de Model, qui devra se battre sur 2 fronts ou capituler. Le jour où l'opération Kutuzov est lancée au nord, le général Nikolai Valentin au sud, après une semaine de combats acharnés, engage le combat contre la 4e armée de Hoth dans une grande bataille de chars. Les chars de Hoth essaient de percer la zone de Prokhorovka au sud de Koursk et entrent en contact inopinément avec la 5e armée du général Rotmistrov qui avançait dans la direction opposée. Le résultat de cette confrontation est décrit par un témoin oculaire. Cela s'est terminé en une joute soudaine de blindés impliquant des centaines de chars manœuvrant dans une étroite bande de terrain entre la rivière Psel et la voie ferrée. Comme les Panzer SS de Hauser avaient repris l'avantage, Romistrov revint au contact en une charge de cavalerie furieuse et très rapide, les T-34 dévalant la pente en une reconstitution cauchemardesque et mécanisée de la charge de Balaklava, perçant le premier échelon allemand en entier et jetant la confusion dans la bataille. Bien qu'ils furent surclassés par les incroyables Tigres, les T-34 se rapprochèrent et utilisèrent leurs canons de 76 mm dévastateurs à courte portée, les chars devenant littéralement rivés les uns aux autres, se détruisant mutuellement ou bien explosant séparément, des tourelles entières projetées dans les airs, retombant à plusieurs mètres des épaves. Lors de cet épisode particulier de la bataille de Koursk, les Allemands perdirent plus de 300 Panzers, dont 70 précieux Tigres, en plus des milliers de tués et blessés. Bien que la moitié de l'armée de Romistrov ait également été détruite, la balance penchait toujours en faveur des Soviétiques, qui pouvaient toujours envoyer des renforts,
là où les Allemands en étaient incapables. Au nord, près du saillant d'Orel, les forces de Popov sont toujours en train de combattre les Panzers de Model, mais d'autres événements joueront un rôle majeur dans l'issue de la guerre sur le front russe. Après la défaite de l'Afrika Korps en Tunisie, les Alliés lancent l'opération Husky pour débarquer en Sicile. Après avoir subi de lourdes pertes en Afrique du Nord, Hitler doit maintenant transférer plusieurs divisions en Italie et ne peut ainsi envoyer en Union soviétique les renforts demandés par von Kluge. Les Panzers de Model sont repoussés sans relâche et la ville d'Orel est reprise par les soviétiques le 5 août. La situation au sud n'est guère plus brillante, le groupement sud est repoussé au-delà de Kharkov. Le 23 août, la ligne de front du 4 juillet s'est significativement altérée, les Allemands n'ayant réussi qu'à créer une petite poche de résistance à Koursk, et la contre-attaque soviétique ayant conquis celle d'Orel et repoussé les Allemands à plus de 80 km au-delà du Don et du Psel. Les Allemands ont perdu plus de 100 000 hommes, et les précieuses Panzer-Divisions ont subi d'énormes pertes matérielles et aussi perdu l'initiative sur le front de l'Est. Il est clair, compte tenu de la force militaire de l'Allemagne à ce stade de la guerre, que cette défaite, due à la première campagne d'été, était irrémédiable. Bien que les Tigres et les Panthères aient eu un avantage technique sur les T-34-85, leurs ennemis avaient retenu la leçon et, déployant à présent leurs blindés, avaient la même efficacité impitoyable que les Allemands. La défaite d'Al-Alamein en Tunisie et la bataille de Koursk en Union soviétique mirent l'accent sur la supériorité des chars, mais c'est également ce tournant dans la guerre qui entama l'aura de la Svastika.